Faut-il boire du vin nature pour bien boire? Ça, c'était la question qui était posée lors du festival, le 6e rendez-vous que Couture-sur-Garonne nous propose. C'est une question de fond intéressante, finalement, parce que ça aussi marque l'évolution de notre viticulture, évidemment, pour parler un petit peu de ce sujet. Et on évoquera un petit peu ce que le monde de la viticulture veut dire. Ici, bien sûr, en Lot-et-Garonne, il y a de la viticulture. Il y a au moins trois zones importantes. Le Duraquois, il y a également le Buzquet, il y a également le Marmandais. D'ailleurs, pour parler un petit peu de cet événement, nous avons la chance d'avoir aussi un vigneron qui est plutôt sur le Marmandais, puisqu'il s'agit bien sûr de monsieur Frédéric Broutet, vigneron à Marmande, exactement le domaine de Baissac. Et puis, nous avons également un responsable du journal Sud-Ouest qui, lui, est le grand ponte, je dirais, de tout ce qui touche à la viticulture, c'est César Compardre. Vous allez l'un et l'autre nous parler un petit peu de cette organisation. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, qu'est-ce que vous pouvez dire d'ores et déjà et tout de suite de cette conférence? C'était une conférence particulière, très animée. Ça veut dire que l'auditoria ou les présents ici à cette conférence, et puis le dégustateur ou le passionné de viticulture était là pour vous préparer ou vous recevoir dans cette idée particulière de la viticulture et de son évolution. On peut commencer peut-être par vous, si vous le permettez, le vigneron. Parce que c'est un mot important, un vigneron, viticulteur, c'est deux choses différentes. Un vigneron, effectivement, il est d'abord viticulteur puisqu'il cultive son raisin, mais ensuite il va plus loin, il fait son vin, il commercialise son vin. Donc il a en charge toute la filière de la production de vin. Pour en revenir au débat d'aujourd'hui, je trouve ça passionnant. On a des métiers de passion. Le vin, c'est une passion je pense, pour beaucoup de gens. Soit parce qu'on les goûte, il y a des vins qu'on aime, qu'on n'aime pas. Il y a toujours des débats autour d'une table sur la qualité d'un vin. Et là, effectivement, le débat était très intéressant et on s'est pas écharpé, hein. C'est pas la peine de se battre pour parler du vin. On a échangé positivement et constructivement tous les arguments qui concernent le vin naturel. Donc, je trouve ça, oui, passionnant. C'est un métier de passion et le débat était passionnant. Oui, débat passionnant, dites-vous, en raison du thème choisi avec viticulteur, mais bio. Oui, passionnant, moi ça me passionne encore plus parce qu'effectivement je suis bio, je fais du vin certifié en biodynamie et maintenant je fais du vin certifié avec le label privé qui s'appelle Vin Méthode Nature. Donc si vous voulez, effectivement je suis passionné par tous ces sujets-là. Alors quelques mots sur la biodynamie. Alors, qu'est-ce que c'est? Parce que je suis sûr qu'un certain nombre de nos auditrices et de nos auditeurs savent pas trop ce qu'il y a derrière le mot biodynamie. Tout à fait. Alors, autant les deux concepts de bio et biodynamie sont très liés, parce qu'il faut d'abord être bio pour être biodynamie, autant la partie vin naturel est un peu détachée de tout ça, hein. On peut faire du vin naturel sans être certifié en biodynamie, etc. Donc, si vous voulez, en bio, vous devez respecter un cahier des charges très strict qui a été édité au niveau européen sur la quantité de produits que vous pouvez mettre dans la vigne, sur les produits que vous avez le droit de mettre dans les vins et sur les méthodes que vous avez le droit d'employer, sur les méthodes physiques que vous pouvez utiliser pour faire du vin. Ensuite, la biodynamie, vous rajoutez, c'est une surcouche de la bio qui fait que vous êtes encore plus restreint dans la quantité de produits, dans le type de produit et dans les méthodes utilisées pour faire votre vin. Donc, vous avez très peu de moyens, sinon des moyens manuels, vous avez très peu de moyens physico-chimiques pour intervenir sur le vin. Alors dites, mais c'est une restriction extraordinaire pour vous. Qu'est-ce qui vous reste? Votre savoir-faire. Le savoir-faire du vigneron, c'est déjà pas mal, hein, vous savez. Non, mais effectivement, il y a qu'un seul produit qui nous reste aujourd'hui, nous en biodynamie, c'est les sulfites. Voilà, qu'on a le droit d'utiliser à très faible dose pour assurer la conservation des vins et pour assurer la pérennité de la bouteille et d'être à peu près sûr d'avoir du bon vin quand on ouvre la bouteille, quoi. Alors, j'ai appris en suivant votre conférence que le vin est quelque chose qui est difficile à dénoncer en termes de produits
ou de choses qui sont à l'intérieur, puisque c'est un produit naturel, vous avez annoncé qu'il y avait au moins 600 molécules différentes. Comment mettre sur une bouteille et dénoncer toutes ces... Donc c'est la porte ouverte finalement à l'impossibilité ou pas? Moi, en tant que vigneron, je trouve ça très difficile d'analyser tous les composants du vin parce que, comme je dis à César, il y a 99 ou 98% d'eau dans une bouteille de vin. Ah bon, tout le reste. Quand je bois du vin, je bois de l'eau. Eh ben ouais, vous voyez, ça fait cher l'eau, mais. Mais effectivement, tout le reste, nous, en biodynamie et en vin méthode nature, tout le reste, ce sont des produits issus du raisin. Donc, quand vous achetez une pomme, vous n'avez pas la liste de toutes les molécules qui sont présentes dans la pomme. C'est pas possible. C'est incohérent. Donc, ça veut dire que c'est un faux problème et que peut-être le consommateur cherche peut-être des réponses sur ce que l'on voit passer régulièrement dans d'autres produits de consommation traditionnelle. C'est une question pour vous aussi, César Compadre. Le vin est le seul produit alimentaire ou un des seuls produits alimentaires le vin est un des seuls produits alimentaires qui n'a pas ses composantes sur l'étiquette. On le voit pour les biscuits, pour n'importe quelle charcuterie, mais le vin, non. Il y a quelques mentions obligatoires, notamment le lieu de production, le degré d'alcool, etc. Mais il n'y a rien sur la composante. Mais ça va changer parce que la pression est forte. Tout cet étiquetage se joue au niveau bruxellois, 27 pays dans l'Union européenne. Globalement, les pays du Nord voudraient que des mentions existent sur l'étiquette et les pays du Sud, davantage producteurs, sont réticents. Mais les pays du Nord sont en train de gagner et donc dans les prochaines années, des mentions, des composants seront mentionnés, mais a priori de manière indirecte, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas marqués physiquement sur l'étiquette, mais il devrait y avoir type QR code sur l'étiquette, et en flashant le QR code, on serait réorienté vers un site où le consommateur pourrait voir les composants, mais encore une fois, tout dépend où on va mettre le curseur, parce qu'il y en a des centaines de composantes, on l'a dit tout à l'heure. Donc voilà, je suis pas sûr que telle micromolécule qui amène telle caractéristique puisse être un élément informatif primordial pour le consommateur. Voilà, donc ça va venir en tous les cas, monsieur, ça va venir. Oui, vous vouliez rajouter. Oui, ce qui serait intéressant, en tout cas, dans cette liste d'ingrédients, c'est effectivement d'avoir la liste de ce qui a été rajouté au moment de la production de raisin ou au moment de la vinification. C'est ce sur qui c'est important. Les éléments, ce qu'on appelle les intrants, quoi, en fait, voilà. C'est le moment le plus complexe d'ailleurs, hein, qui parfois impose des choses. Donc les levures, des choses comme ça. Les levures, les nutritions de levure, l'oxygène, les acidifiants, en vinification conventionnelle, vous pouvez ajouter une liste de composants longue comme tout. Voilà. La boîte à outils est très grande en viticulture, hein. Autant à la vigne, puisqu'on met des produits. De nombreux produits, parce que la vigne est une plante relativement fragile, et donc c'est une des cultures qui utilise le plus de produits phytosanitaires avec le monde des fruits et légumes. Donc la grande différence entre le conventionnel et le bio, comme monsieur, c'est que les bio s'interdisent les produits chimiques de synthèse, mais ne s'interdisent pas, parce qu'ils en ont besoin, évidemment, comme tous les viticulteurs, du cuivre et du soufre, essentiellement pour traiter le mildiou et l'oïdium. Ça, c'est à la vigne. Et ensuite, il y a toute une série d'outils qui sont dans la boîte à outils pour intervenir au niveau du chai, des levures, des enzymes, certaines méthodes physiques, voilà, puisque faire du bon vin, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de travail. C'est aussi, il faut quand même pas oublier une chose, c'est que justement dans cette fameuse boîte à outils que vous avez, hein, monsieur le vigneron, il existe aussi. Attendez, je fais juste une parenthèse. C'est étant donné que je suis engagé dans les vins méthode nature, la boîte à outils, elle est vide. Il n'y a rien dedans. Voilà. Alors ça, il faut nous l'expliquer. C'est important. Par contre, ouais, parce que évidemment, quand on dit bio, souvent, on oublie que dans certaines
choses naturelles, des plantes naturelles qui viennent au secours, évidemment, de la bio et qui sont autorisées, comme je pense à la roténone, c'est un super danger, ça. C'est une plante dangereuse quand même. Ouais, alors la roténone, ça a été par exemple, ça a été interdit. Bon, ça, alors. Bon, par exemple. Rassurez-vous, c'est interdit. Donc c'est fini ça. Ouais. Donc, alors quand vous dites zéro, c'est quoi finalement? Alors, ça veut dire que vous partez des cépages, vous avez fait des choix particuliers ou pas? Alors pour reprendre la gradation qu'on évoquait tout à l'heure, en bio, il y a quelques éléments dans la boîte à outils. En biodynamie, il y en a un petit peu moins, et en méthode nature, il y en a pas du tout. Voilà, il y a zéro. La boîte est vide. Donc on n'a que des méthodes physiques, des remontages, des aérations, des choses comme ça, qui vont nous permettre de guider le travail des levures et de guider la nature pour arriver à un vin qui soit consommable. Et surtout qui soit un bon vin. Voilà. Alors justement, Frédéric, qu'est-ce qu'un bon vin? La question qui tue. On va la poser à César compadre également. Alors, il y en a qui ont dit qu'un bon vin est un vin qui se partage, d'autres qui ont dit qu'un bon vin est un vin qui se vend. Je dis que d'abord, il faut qu'il soit bon, tout simplement, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de défaut majeur dans le vin. Et ça, c'est important, c'est vrai. Quand on ouvre une bouteille de vin qui s'est remis à pétiller, où il y a 3 cm de dépôt au fond, ou qu'il est trouble, qu'il est acide, ou qu'il a des goûts déviants, et ben voilà, pour moi, c'est pas un bon vin. Et c'est un échec. Et au-delà de ces points techniques, effectivement, quand il y a des défauts, quand il y a un goût de bouchon, quand il y a des mauvais arômes, finalement, on peut dire qu'il n'est pas bon. Mais j'aimerais amener un élément supplémentaire. Il y a quelques années, à Sud-Ouest, j'avais interrogé un sociologue qui avait fait des études assez poussées justement sur la perception du vin. Et sa conclusion était la suivante, extrêmement intéressante. 80% de ce qu'on ressent quand on a bu un vin n'est pas dans la bouteille. 80% de ce qu'on ressent n'est pas dans la bouteille. Exemple, je suis aujourd'hui à Couture, je suis extrêmement de bonne humeur parce que je passe une superbe matinée et le vin que je vais boire tout à l'heure, je pense qu'il sera bon. Je reviens à Couture au mois de décembre où le village est toujours aussi charmant, mais il fera moins bon. Chez moi, on m'aura un peu embêté, j'aurai eu une mauvaise journée, le même vin, il sera moins bon. C'est ça qui est fondamental. C'est-à-dire que vous le consommez à table, avec des amis, de manière décontractée, et le même produit, il sera meilleur. Parce qu'une grande partie de la perception du vin, il n'est pas dans le verre. C'est un produit, la plus belle définition que j'ai du vin, c'est le vin, c'est une conversation. C'est ça, me semble-t-il, une superbe définition du vin. Le vin, c'est conversation et partage. Donc, pour répondre à votre question, vous êtes en bonne compagnie, vous partagez votre vin, il incite au dialogue et le vin sera bon. Alors, quand vous dites conversation, oui, c'est vrai, mais aussi vous pouvez avoir une conversation avec le vin. Et je pense que le sommelier, le spécialiste du vin qui va converser avec lui et savoir quelles sont toutes les saveurs qu'il contient, participe aussi de la même idée. Bien sûr, ça joue. C'est pour ça qu'il y a deux manières différentes d'aborder le sujet. Je rappelle que le principal lieu où on vend du vin en France, c'est la grande distribution. Environ une bouteille sur 2. Par définition, en grande distribution, il n'y a pas de conseil, puisque c'est un service libre. Sauf si, évidemment, pendant les foires au vin ou certaines opérations spéciales, quelqu'un vient vous renseigner. Donc, vous êtes souvent devant le linéaire, un peu perdu parfois, à lire les étiquettes, à essayer de comprendre. Et là, ce ne sera pas facile de comprendre vin nature, par exemple. Et l'autre élément, c'est que si vous êtes chez un restaurateur ou chez un caviste, la grande différence, c'est que vous avez du conseil. Et là, si c'est un spécialiste de bon niveau, il vous dira le vin de monsieur, tel autre vin, il sera nature, en biodynamie, pas en biodynamie. Donc, pour apprécier un vin, et surtout pour le choisir, c'est quand même mieux d'avoir des conseils. Et le mieux du mieux, si j'ose dire, c'est quand même d'aller voir le producteur chez lui. Ouais, ça veut dire l'achat à la propriété. Il parlera avec son cœur, il parlera avec passion, il recevra un client. Et c'est souvent là
qu'on a les meilleures impressions. Et le vin, il est souvent bon chez le producteur. Voilà, il va vous le faire goûter. Il va le faire goûter, bien sûr. Pour abonder dans ce sens, je confirme complètement. C'est que moi, si je mets ma bouteille sur un linéaire de grande distribution, personne ne va l'acheter parce que c'est du Côte du Marmandais. Je suis un vigneron que personne ne connaît. J'utilise des cépages que personne ne connaît. Personne ne va acheter ma bouteille. Mais je suis pas un vendeur spécialement bon, mais quand on vient chez moi et qu'on goûte mes vins et que j'en parle, tout de suite le client va m'acheter ma bouteille, c'est clair. Donc il s'est passé autre chose que la vision de la bouteille. Il s'est passé une conversation. Une conversation, exactement. Vous vendez donc, Frédéric, l'immense majorité de votre production, dire du producteur au particulier. Alors j'aimerais bien, mais non, c'est pas possible parce qu'on sort quand même 30 000 bouteilles. Voilà, donc on est obligé de passer. Donc on fait de l'export et là, vous passez par quelqu'un, un importateur qui va parler à son tour de mon vin dans le pays dans lequel il est présent. Où je passe effectivement de temps en temps par du négoce qui là aussi je vais charger le négociant de parler de mon vin et de vendre mon vin. Voilà. Alors avec plus ou moins de succès. Mais bon. Vous vendez partout un petit peu, on vous trouve en France, en Europe? Non, parce qu'on n'a pas un réseau très très dense. Hein. Par contre, oui, en export, on est en Irlande, on est au Canada, on est aux États-Unis. Donc on essaie d'être présent dans le Lot-et-Garonne déjà. Mais oui. On n'y est pas partout, on n'est pas allé jusqu'à Agen, vous voyez, c'est déjà difficile. C'est parce qu'il y a les vins du Bruyot là-bas. Peut-être. C'est une forme de production. Alors c'est la difficulté d'être vigneron, c'est que vous voyez, une fois que vous avez fait votre vin, qu'il est prêt, qu'il est dans la bouteille, le travail est loin d'être fini. Hein, ça, c'est encore une autre page qui s'ouvre dans la vie du vigneron. D'ailleurs, à ce sujet, qu'est-ce que ça veut dire le vin dans le Sud-Ouest? Vous qui êtes ce grand spécialiste, justement, c'est une question pour vous, César, parce que depuis Couture, on l'imaginait pas. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de volume? Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'hectares? Qu'est-ce que le tout rassemblé? Et là-dedans, quelle est la place du bio, justement, ou de vin nature? Je vais vous donner toute une série de chiffres que je manie tous les jours à Sud-Ouest, puisque c'est mon travail. La France et l'Italie, premiers producteurs mondiaux de vin. À kiff-kiff tous les ans, l'un derrière l'autre ou l'un devant l'autre, et l'Espagne juste après. Ces trois pays font l'essentiel de la production en Europe. La France, premier exportateur de vin. La Gironde, on va revenir un petit peu sur nos bases du Sud-Ouest. La Gironde, c'est 108 000 hectares. C'est le plus grand département viticole français. C'est en Gironde qui a le plus de vignes en France. L'Hérault est juste derrière. Le prisme se referme. Lot-et-Garonne, nous sommes ici en Lot-et-Garonne. De tête 4 à 5 000 hectares en Lot-et-Garonne. 4 à 5 000 hectares, c'est plus petit que la seule appellation Blaye. Le Médoc, c'est 4 fois le Lot-et-Garonne. Le seul vignoble du Médoc, c'est 4 fois le Lot-et-Garonne. Et ici, en Marmandais, monsieur me le disait tout à l'heure, 800 hectares, pour avoir une idée, 800 hectares, c'est moins que le seul vignoble Tariquet, qui est très connu ici dans le Sud-Ouest. Superbe entreprise que j'ai visitée avec 2 frères qui travaillent très bien, extrêmement organisés. De tête, ils exploitent 1200 hectares. Donc, à Tariquet, les 2 frères qui sont à la tête de Tariquet exploitent à eux seuls plus que tout le Marmandais. Et ils font bon. C'est ça que je veux dire aussi, c'est que c'est pas parce qu'on est gros qu'on est moins bon souvent qu'un petit, parce que ils ont du matériel, ils ont souvent du cœur aussi, ils travaillent différemment, mais ils travaillent bien. Je ne sais pas si j'ai donné assez de chiffres, monsieur, ou si vous en voulez encore un petit peu. Voilà. Moi, je voulais juste Oui, allez-y. Juste rajouter qu'effectivement, quand on veut faire du bio, on se dit tout de suite c'est une petite propriété familiale, quelques hectares, le frère, la sœur, le père, la mère qui sont encore là. Mais en fait, il y a aussi des grands exemples de vignobles de grandes propriétés en biodynamie même, hein, donc ils vont encore plus loin que la bio,
comme les domaines Gérard Bertrand en Languedoc, où ils ont des surfaces énormes et ils arrivent à travailler en biodynamie. Donc, c'est peut-être pas tout à fait la même philosophie qu'on a, nous, en tant que petits producteurs, mais c'est possible de proposer des vins biodynamiques, donc pas loin d'être des vins naturels, avec des grandes surfaces. Solution d'avenir? On le voit beaucoup en Bordelais, hein, pour reprendre ce que dit monsieur, des grandes propriétés comme Pontet-Canet, etc. Ils font plus de 100 hectares et les bouteilles font plus de 100 € aussi. Hein. donc voilà, petit n'est pas... le bon n'est pas exclusivement petit, quoi. C'est ça que je veux dire, y compris en bio et en biodynamie. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Dernière question. Est-ce que la canicule qui sévit actuellement sur nos régions est nuisible pour le vin ou pas? Écoutez, je pense qu'on est en train de voir que ça va commencer à poser des problèmes. Parce que les vignes, c'est la 3e canicule de la saison qu'on a. On en a une au mois de mai, une au mois de juin, une au mois de juillet. Les jeunes plantes... Sans parler des gelées, hein. Ouais. Et donc la saison n'est pas finie, hein, et donc les vignes commencent à souffrir effectivement, en particulier, et ça c'est un gros problème, c'est les jeunes plantes, c'est-à-dire les parcelles qu'on vient juste de planter cette année ou l'an dernier. La vieille vigne est très enracinée dans le sol, hein, elle va très profond dans le sol, et je pense qu'elle arrivera toujours à puiser les eaux dans des sous-sols profonds. César Compadre, une réaction, une réflexion. Le métier de viticulteur est de plus en plus compliqué. Hein. C'est-à-dire que depuis 5-6 ans, monsieur effectivement annonçait des problèmes liés à la sécheresse. On a eu 3 ou 4 épisodes de gel extrêmement difficiles. On a eu de la grêle en Gironde très récemment, des couloirs de grêle qui ont causé beaucoup de dégâts, pardon. Et des débats aussi d'ailleurs. Et des débats, mais enfin plus de dégâts que de débats quand même. Et donc le métier de viticulteur, il devient quand même de plus en plus compliqué. Je pense qu'on peut leur tirer notre chapeau, parce que comme le disait monsieur, il faut travailler à la vigne, ensuite il faut faire du vin au chai, et ensuite il faut essayer de le vendre. Donc ça fait 3 casquettes pour une seule personne, et parfois c'est un peu lourd. Donc bravo aux viticulteurs. C'est vrai. Il cumule plusieurs compétences. Merci. Parce qu'il doit être en plus, c'est presque un chimiste. C'est un agronome. Non, un chimiste non, parce que le terme est un peu négatif. Mais disons que il a plusieurs casquettes, et les 35 heures, c'est 2 fois par semaine. C'est pour ça que vous les aimez? Mais moi j'adore les viticulteurs. Moi ça fait 32 ans que je suis journaliste et 32 ans que je suis très très spécialisé dans le vin, puisque j'étais une 15aine d'années à Paris dans une revue professionnelle, et depuis 16-17 ans à Sud-Ouest. Donc des viticultrices et des viticulteurs et des négociants et des courtiers et des professionnels du vin, j'en rencontre beaucoup, et c'est un monde passionnant où tous les jours, on apprend quelque chose. Merci beaucoup. Merci César Compadre. Merci à vous. Frédéric Boutet. Merci à vous.